Hey, salut la team, c'est Jérémy Sensei. Nouveau podcast, j'ai un peu de temps devant moi et j'étais en train de lire un article sur tout ce qui concerne les gains de jeu, les gains au loto et notamment sur la ruine qui s'ensuit des personnes qui n'arrivent pas à gérer l'argent qu'ils ont gagné ou qu'ils ont hérité. J'étais en train de me faire un petit brainstorming par rapport à ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas tout simplement allumer la platine et partager un petit peu ce domaine de réflexion, ça pourrait en intéresser certains. Avant de commencer, bien sûr, si tu écoutes ce podcast sur Spotify, Apple, n'hésite pas à me faire claquer les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement du podcast. Et puis, si tu me découvres via ces plateformes de podcast, sache que j'ai une chaîne YouTube, donc n'hésite pas à venir jeter un œil, j'aborde pas mal de sujets concernant les finances personnelles, l'argent, le mindset, l'entrepreneuriat, le fait de devenir meilleur dans son domaine, surtout sur le fait de faire un petit peu d'argent. Donc, on a déjà entendu ça plusieurs fois. Je suis sûr que tu as déjà également entendu ça. Sur le côté, un tel vient de gagner X euros au loto à un jeu à gratter ou un héritage. Un petit peu comme, tu sais, quand tu regardes Koh-Lanta et à la fin, le gagnant qui gagne les 100 000 euros, t'as Denis Brognard, il lui pose la question, il lui dit « Bah alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce pognon ?» Et généralement, les gens ont une réponse en mode « Ah bah là, moi, je vais profiter, je vais faire le tour du monde, etc. Ah, je vais faire plaisir à ma mère. » Bref, la plupart des gens pensent que 100 000 euros, c'est une somme énorme. Et ça reste énorme. Bien sûr, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, petit coquin. Mais 100 000 euros, c'est que dalle si jamais tu commences à partir un peu en vrille, à penser que ça y est, tu vas pouvoir tout acheter. Et je te dirais même, tu peux partir directement en millions, voire dizaines de millions d'euros si jamais tu veux avoir ce mode de vie-là, le côté à pas regarder et à acheter tout ce qui est achetable, à se faire vraiment plaisir, à rincer les proches, etc. Crois-moi que 100 000 euros ou même 1 million d'euros ne suffira pas. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un joueur, typiquement gain du loto, va gagner des sommes conséquentes, 1 million, 2 millions, 20 millions même des fois, et plus. Mais bon, quand on dépasse les 20 millions, ça commence à devenir vraiment très conséquent. Mais concrètement, il y a pas mal de personnes qui malheureusement se retrouvent dans une situation financière qui fait que décliner dans le temps, jusqu'à un moment où les dettes surpassent ce qui leur reste et se retrouvent plus ruinés qu'avant qu'ils aient gagné. C'est exactement le cas également sur les sportifs professionnels, tu sais, les sportifs de haut niveau, joueurs de foot professionnels, joueurs de NBA professionnels qui avaient durant leur carrière des salaires vraiment astronomiques. Tu as une statistique que je n'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'est au moins une personne sur deux, au moins un joueur professionnel sur deux qui, une fois à la retraite, se retrouve totalement ruiné parce qu'il continue à avoir un rythme de vie et un style de vie avec des dépenses en lien avec le salaire qu'ils avaient quand ils étaient encore actifs, à savoir que on connaît tous les salaires mirobolants des grands joueurs de foot et des joueurs NBA par exemple, professionnels, joueurs de golf, etc. C'est des millions et des millions d'euros tous les mois qu'ils peuvent engranger. Et puis quand ils se retrouvent à la retraite, bien souvent, ces personnes-là qui ont fait gérer leur argent par des agents, des personnes de confiance, entre guillemets, alors qu'il y a la plupart du temps, tu entends des histoires du manager, du mec qui devait gérer la caisse, qui a entubé un tel et puis finalement lui a extorqué des dizaines de millions. Ça, c'est des histoires qu'on entend régulièrement. Donc, ça fait également partie sur le côté mindset de gérer son argent. Le problème, c'est que quand tu as besoin d'une personne annexe pour gérer ton propre argent, tu n'as jamais la sécurité. Tu as toujours un risque que cette personne-là soit prise de folie et t'extorque de l'argent, ou même que ce soit certains banquiers. Combien de fois on peut lire dans les journaux un tel a gagné 900 000 euros et a confié ça à son banquier qui était mal intentionné et du coup a contracté un tel ou tel crédit, etc. Bref, des histoires comme ça, il y en a plein. Pour autant, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui gagnent des sommes qui n'étaient pas prévues pour qu'ils en arrivent là. Alors déjà, il y a un problème de mon point de vue, ça reste toujours un point de vue personnel, mais il y a un problème de référentiel sur l'argent auprès des gens. C'est-à-dire que, suffit d'écouter, il suffit de regarder autour de nous, et c'est toujours, comme disait tonton Albert Einstein, c'est toujours relatif, c'est-à-dire que
Pour une personne qui gagne 1300 euros et qui a gagné 1300 euros toute sa vie, eh bien, si tu lui dis que tu gagnes 5000 euros net par mois, elle va trouver ça énorme. Et en effet, 5000 euros net par mois, ça permet de faire pas mal de choses. On est littéralement dans le haut du panier, en tout cas en France, et même, je dirais même dans le monde, parce qu'on fait partie du top 5%, c'est sûr. Mais quand on a l'esprit un peu plus ouvert sur tout ce qui concerne l'argent, les finances, et qu'on a compris 2-3 principes de base, notamment l'investissement, eh bien, finir sa vie avec 5000 euros net par mois, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Encore faut-il mettre en place ses actions tout au long de sa vie pour y arriver. Mais c'est vrai que pour une personne qui passe d'un référentiel de gagner 1200 euros par mois à un référentiel de gagner 5000 euros par mois sans passer par les étapes intermédiaires, ça peut tout de suite être quelque chose qui fait un effet waouh. Alors imagine-toi quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois et qui d'un seul coup apprend que il a touché 1 million d'euros, par exemple, ticket gagnant à la loterie, ou alors 1 million d'euros sur le tirage au sort du numéro du loto. Eh bien, cette personne-là va instantanément se dire que ça y est, en fait, pour elle, 1 million, c'est comme pour moi 100 millions. Elle va se dire c'est incroyable, je suis ultra riche, etc. Alors qu'en vrai, 1 million, j'ai envie de te dire, voilà, tu t'achètes une baraque à 400 000 euros et t'en restes 600 000. T'as envie de faire plaisir à tes parents, tu leur achètes une maison à 300 000, il t'en reste plus que 300 000. Et puis tu te dis, allez, je me fais plaisir, je m'achète une petite Porsche à 150 000. Et tout de suite, eh bien, il reste beaucoup moins d'argent. Alors certes, tu as investi dans de l'immobilier, mais 1 million d'euros, c'est pas du tout 100 millions d'euros. Ça revient un petit peu à la vie de rêve qu'on peut voir sur Instagram, les réseaux sociaux avec les voyages, les bateaux, les montres de luxe, etc. La plupart du temps, pour un rythme de vie comme ça et en permanence, il faut avoir quand même un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Mais pour les personnes donc, du coup, qui passent d'un référentiel assez normal de 1500, 2000 euros par mois et qui d'un seul coup se retrouvent avec des sommes énormes, eh bien, ça leur fait un peu tourner la tête. Et parce qu'ils n'ont jamais façonné leur esprit sur la gestion financière et ce qu'on peut faire réellement avec de l'argent et avoir une vraie notion de l'argent au sens où 1 million d'euros, c'est pas 100 millions et c'est pas 1 milliard. J'ai l'impression des fois à écouter les gens que 1 million pour eux, c'est comme 1 milliard pour moi, quoi. À la différence que autant 1 milliard pour arriver à les dépenser et à les claquer, même en achetant des super yachts, etc., il va te falloir un petit peu de temps. Et quand on repasse dans le domaine du réel, c'est-à-dire ne serait-ce que s'acheter un ordinateur, une montre, une petite voiture, etc., même avec 1 milliard, ça génère tellement d'intérêt que tu vois même pas le pognon descendre, entre guillemets. Mais c'est très loin d'être le cas pour 1 million d'euros. Or, la majorité des gens qui gagnent des sommes gagnent des sommes qui sont conséquentes, 600 000, 900 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, mais c'est la minorité finalement qui gagne des 30 millions, 40 millions, 100 millions, comme tu peux entendre à la radio, à la télé, etc. Et le problème, c'est qu'un problème de mindset, de gestion de l'argent, c'est que ces gens-là, on leur a jamais appris à gérer de l'argent. Exactement comme un footballeur professionnel, admettons qu'il soit payé, 500 000 euros par mois. On va passer sur un footballeur professionnel qui n'est pas non plus Kylian Mbappé, mais tu as compris l'idée. Eh bien, 500 000 euros par mois, ça fait quand même une somme tout à fait conséquente. On va pas se mentir. Sauf que, eh bien, cette personne-là, quand elle va arrêter d'être active et qu'elle va passer, on va dire, à la retraite, je sais pas quel est le montant que cette personne peut avoir à la retraite, mais même si c'est 20 000 euros par mois, tu divises quand même par 25 tes revenus. Et généralement, ce qui se passe, c'est que l'être humain, c'est totalement naturel. On s'habitue très vite à un style de vie plus, et on a beaucoup de mal à redescendre. C'est pour ça que je fais en sorte de vivre en dessous de mon rythme de vie auquel je pourrais aspirer. C'est-à-dire que voilà, si je gagne 5 000 euros, je vais vivre avec 3 000, etc. Ce que ne fera pas, par exemple, un cadre qui sort de l'école, postule premier emploi, touche 4 500 euros net de salaire. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va instantanément vivre avec son salaire, c'est-à-dire 4 500 euros net. Il va aller contracter un crédit pour acheter de l'immobilier, par exemple une maison, résidence principale, avec ce que peut lui donner le banquier. Et puis, il va contracter un leasing. Bref, il va quand même monter assez rapidement aux 4 500 euros. Et ça, c'est très facile de faire ça. C'est très facile de s'habituer au plus. Et c'est très compliqué de faire marche arrière. Donc, ce qui se passe, c'est que le joueur de foot qui gagne 500K par mois et qui redescend à 25K par mois, ce qui est déjà énorme, ça paraît, c'est pas que ça paraît, c'est que ça reste énorme.
eh bien pour lui, il va quand même voir son niveau de vie divisé par 25, et ça, la plupart des gens n'arrivent pas à l'accepter, continuent à essayer de garder au maximum leurs actifs si ils en ont, c'est-à-dire maison, rythme de vie, palace, 5 étoiles à 3000 € la nuit, etc. Et puis, petit à petit, eh bien, les choses les rattrapent et la mauvaise gestion financière ou le fait de ne pas savoir gérer de l'argent fait que, mathématiquement, au bout d'un moment, eh bien, ces personnes-là se retrouvent à devoir vendre leur propriété pour payer souvent des dettes à droite à gauche. Il y a un moment, quand tu commences à rouler en Bugatti parce que c'était possible quand tu gagnais 500 000 € par mois, ça devient peut-être un peu plus compliqué à 25 000 € par mois et encore quoique. Mais toujours est-il que si tu passes à l'échelle supérieure et que tu avais bateau, avion, etc., peut-être jet privé ou compagnie, ça sera plus du tout gérable. Et le problème des gens, eh bien, c'est que bien souvent, notamment pour tout ce qui est personnes qui ont vraiment eu de l'argent par un talent, c'est-à-dire voilà, sportifs de haut niveau, ils ont de l'argent. Il y a des sportifs de haut niveau qui arrivent très bien à gérer leur argent et il y en a d'autres qui se retrouvent totalement en faillite. On entend souvent le cas de Mike Tyson qui a gagné et engendré quasiment 500 millions de dollars au cours de sa carrière et qui est en faillite aujourd'hui. Et à contrario, eh bien, tu as des personnalités comme Michael Jordan qui a passé des contrats quand il était actif avec Nike, notamment avec sa marque Air Jordan, et qui, eh bien, aujourd'hui se retrouve milliardaire. Donc pourquoi d'un côté il y a un joueur de NBA qui est milliardaire alors que de l'autre côté, et certainement même de son équipe de l'époque ou d'autres joueurs de la même époque se retrouvent totalement ruinés à devoir presque travailler pour pouvoir vivre correctement. Eh bien, c'est simplement une question de choix, c'est simplement une question de mindset, c'est simplement une question de gestion, comment les décisions qu'ils ont prises. Je veux dire, aujourd'hui, je serais curieux, par exemple, de savoir, eh bien, si on prenait tous les joueurs de l'équipe de France, qui a quoi et qui a fait quoi avec son argent. Parce que c'est toujours bien d'acheter des belles voitures, de montrer ça sur les réseaux sociaux, etc. Mais en vrai, quand tu vois les salaires qu'ils ont, ils pourraient capitaliser énormément, d'autant plus que je pense quand ils sont au niveau, que ce soit Coupe du Monde et compagnie, tout est payé. Je veux dire, c'est pas eux qui payent l'hôtel, c'est pas eux qui payent la bouffe. Il y a un moment, les joueurs de foot, ils ont quand même aussi des avantages de ce côté-là et ils pourraient vraiment capitaliser de fou. Et je veux dire, quand tu as le minimum, un minimum de mindset d'investisseur, de raisonner en termes de patrimoine et de faire grossir son patrimoine, je veux dire, un gars comme moi ou comme toi, tu lui donnes 1 million d'euros par mois pendant 1 an et je t'assure qu'au bout d'1 an, j'ai plus jamais besoin de travailler parce que je sais exactement quoi en faire. Et le vrai souci, c'est quand on te les donne et que tu n'as pas réfléchi à la question, et encore plus que ça, quand tu arrives à ce stade sans avoir trop, comment dire, pas forcément galéré, mais voilà, tu as un don, tu as été très très bon au foot par exemple, et tu t'es vraiment déchiré pour le foot, mais sans jamais vraiment avoir réfléchi à la question des finances. Et c'est pas parce que tu es bon au foot que tu vas être bon dans la gestion financière, sinon ça se saurait. C'est pas parce que tu es intelligent de base que tu es forcément quelqu'un qui va finir riche, sinon ça se saurait aussi. Et encore pire que ça, quand tu as un héritage qui te tombe dessus, ou un gain de jeu, comme je te l'ai dit au début, et là tu passes de, eh bien, la veille, tu savais pas que tu avais gagné, et là, en l'espace d'une seconde, à l'instant où tu te rends compte que tu as gagné 1 million d'euros, eh bien, généralement, ton esprit n'arrive pas à assimiler tout ça, et il y en a pour qui l'argent monte à la tête, et les mecs partent complètement en sucette, font n'importe quoi. C'est pas pour rien, encore une fois, que, comme je te l'ai dit, il y a une cellule psychologique pour accompagner les grands gagnants du loto, pour pas qu'ils se retrouvent dans une détresse, parce que une fois que tu as une fois que tu as gagné, souvent comme ça, là c'est vraiment pure chance. Je veux dire, tu l'as pas forcément mérité dans le sens comme quelqu'un qui va travailler, qui va prendre des risques. Là, c'est t'as joué ta grille de loto, t'as fait ton truc sur ton téléphone, peut-être même en numéro automatique, et tu te retrouves à gagner une somme astronomique. Eh bien, il y a des gens qui vont devenir ultra cons, il y a des gens qui vont peut-être sombrer dans la drogue, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi avec leur argent. Et ça me rappelle d'ailleurs un YouTuber milliardaire qui est français, qui avait fait pas mal de vlogs, j'en ai écouté un. Et à un moment donné, il a dit un truc qui m'a fait un petit peu réfléchir, et je me suis dit oui, ça m'étonne pas. En fait, il expliquait que il avait toujours le côté plus. Il fallait tout le temps plus. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il a commencé à acheter une Ferrari, puis 2,
Puis après, ça suffisait plus, donc il est passé chez Rolls-Royce. Donc il en a acheté une, puis deux, et puis après, puis trois. Puis après, il en a acheté une qu'il avait déjà, mais dans une autre couleur. Et puis finalement, à la fin, il a commencé à racheter toutes les Rolls-Royce qu'il pouvait acheter, donc jusqu'à s'en retrouver avec 7-8 devant chez lui, parfois le même modèle, mais dans une couleur différente. Et puis après, comment on fait pour aller plus haut ? Eh bien, on vend les Rolls-Royce et on passe chez Bugatti. Donc on achète une première Bugatti Veyron, une bleue, et puis après on achète une deuxième Bugatti Veyron, une rouge, parce que pourquoi pas changer. Et après le problème c'est que à cette époque-là, il y avait rien au-dessus de Bugatti à part passer sur un jet privé, mais bon là on sort du domaine de l'automobile. Et au bout d'un moment, ces gens-là, en tout cas c'est ce qu'il expliquait lui, et je le vois aussi un peu comme ça, t'arrives dans une sorte de frustration où tu sais plus quoi faire, et pour toujours aller plus loin, tu vas faire n'importe quoi, tu vas commencer à changer de bagnole toutes les 2 semaines, et après toutes les semaines, et après voilà, tu un petit peu comme un mec qui est drogué, il lui en faut toujours de plus en plus, jusqu'à ce que à la fin tu fasses soit une dépression, soit que tu partes vraiment dans des délires en mode alcool, pute et compagnie, et là ça devient dangereux pour ta santé. Et cette personne-là expliquait qu'au bout d'un moment, à force de se retrouver toujours dans ce mal-être, s'y retrouver à tout vendre et à redémarrer le jeu, entre guillemets, de zéro, et à réacheter une petite voiture de sport à 10 000 euros que pas mal de gens peuvent se payer, pour essayer de reprendre goût à toute cette passion qui avait été complètement dilapidée avec justement ce côté à toujours en vouloir plus. Et c'est pas étonnant, et d'ailleurs tu peux en faire l'expérience toi-même. Combien de fois ça nous est arrivé, à toi comme à moi, comme à tout le monde, de désirer un truc genre à fond, ça peut être n'importe quoi, un jeu vidéo quand t'es gamin, un ordinateur, voilà, tu veux le dernier MacBook M3, le dernier iPhone, t'y penses, t'en rêves presque la nuit, tu y penses le soir, ça te donne la banane le matin. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, les jeux vidéo ça me faisait ça, quand je savais qu'il allait avoir tel ou tel jeu vidéo GTA qui allait sortir, j'étais genre trop refait. Et puis une fois que tu l'as, eh bien, au bout de pas longtemps, ça devient normal, c'est totalement normal, et tu te lèves plus le matin en te disant « Ouais, je suis trop content, j'ai le dernier iPhone 12, ou 13, ou 15, ou j'en sais rien, etc. » Eh ben, je pense que c'est exactement pareil, mais avec un peu n'importe quoi. C'est exactement pareil que demain, tu as la chance d'avoir une villa à 20 millions d'euros avec vue sur la mer, vraiment, tu t'imagines le truc ultra costaud. C'est vrai que la première fois que tu arrives dedans, tu as vraiment cet effet « waouh » de ouf, mais quand tu vis dedans, eh bien, au bout d'un moment, je pense que ça devient normal, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, t'as pas forcément cette décharge d'endorphine, de Prozac dans ta tête où t'es genre ultra heureux. Ça devient normal, et puis du coup, tu te poses plus trop de questions. Et le souci, c'est que, eh bien, les petits plaisirs de la vie, le petit truc qui te permet vraiment de te faire kiffer, de te donner cette petite dose de bonne humeur, vraiment exactement le même état que quand tu sais que tu vas faire quelque chose et que ça te rend heureux, tu vois. Quand t'es gamin, tu sais que tu vas aller à Disneyland, ou quand t'es gamin, tu sais que le Père Noël va venir. C'est vrai que avec le temps, ça c'est de plus en plus compliqué à avoir, et je pense que cette sensation, elle passe vraiment rapidement. Plus t'as d'argent, et plus ça peut être compliqué si tu ne te poses pas 2 secondes. Et je pense que ça c'est une sensation qui doit être encore différente de tout ce qui est gagnant du loto, parce que du jour au lendemain, en fait, tous tes rêves peuvent devenir réalité. Je veux dire, quand tu gagnes 30 millions d'euros, si tu as toujours rêvé d'une Lamborghini Aventador, tu te l'achètes. Si tu as toujours rêvé d'avoir une maison au bord de la côte et un appartement à New York, tu peux quand même te l'acheter. Tu peux pas t'acheter le plus grand appartement de New York, mais tu peux t'acheter quand même un truc sympa, etc., etc. Et du coup, tu peux assez rapidement, c'est pas plus avoir de rêve, mais tu peux, tu vois, avoir cette sensation où tu sais plus trop quoi faire, quoi. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent à faire n'importe quoi, et justement à acheter, à vendre, à s'en foutre pendant un temps en se disant c'est pas grave, la maison j'ai acheté 4 millions, je la revends 3, c'est pas un souci, de toute façon j'ai de l'argent, etc. Jusqu'à un moment où justement t'en as plus. Je pense que ça peut être une des choses qui fait que ces personnes-là se retrouvent dans une tourmente infernale. Mais concrètement, il faut quand même, je pense, vraiment avoir cette notion de gestion d'argent. Je veux dire, moi aujourd'hui, là, je sais que si demain j'apprends que j'ai gagné 25 millions d'euros au loto, je sais exactement quoi en faire. Et d'ailleurs, je pense que j'en prendrai peut-être un pour moi, pour aller, je me dis, allez, j'en prends un, je me fais plaisir, je m'achète une belle voiture et je me prends une maison sympa, et je place les 24 autres. Et ensuite, avec les revenus et les intérêts, le fait de fructifier l'argent,
eh bien, je ferai plaisir aux personnes qui sont autour de moi. Mais ce qui est sûr, c'est que je saurai quoi en faire. En aucun cas, je claquerai 25 millions d'euros dans des conneries comme pas mal de gens vont faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gagnants du loto et de personnes qui héritent. Bah, au moment où ils ont l'argent, ils savent pas trop quoi en faire. Il y a très peu de personnes qui, je pense, sont vraiment armées en mode « Ah, je sais dans quoi je vais l'investir, je sais exactement comment je vais gérer ce patrimoine, l'allocation que je vais faire. » La plupart du temps, il n'y a aucun plan d'action, il y a rien, il n'y a pas de découpage. La plupart des gens ne savent pas quoi en faire. Donc, soit c'est stocké sur un livret à la banque, et là, évidemment, tu as tout le monde qui arrive en mode les banquiers, les conseillers. Ah bah tiens, moi, je peux vous conseiller des bons produits, alors qu'on le sait, la plupart du temps, les conseillers, ils servent à rien à part à prendre la commission et à gaver la banque, parce que si les conseillers financiers étaient si bons que ça, pour la majorité, je parle pas, ça s'applique pas à tout le monde, il y en a forcément des très bons, mais la majorité, s'ils étaient si bons que ça, ils seraient plus conseillers financiers et ils feraient de la gestion personnelle de patrimoine. C'est des mecs qui s'en sortiraient très bien. On le sait très bien, les banques et compagnie, ils essaient de vous faire investir dans des trucs. Fondamentalement, pour vous, ça sert à rien, mais pour eux, ça leur apporte beaucoup de commissions, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pigeonnées avec tout ça. Mais ouais. Donc voilà. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que quand tu commences à toucher des grosses sommes, c'est toujours bien que de savoir quoi en faire, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. À part si demain, tu as 100 millions, et encore, ça dépend comment tu les as. C'est toujours pareil. Si tu les as eus parce que voilà, tu es né dans la bonne famille, dans une famille milliardaire, normalement, tu as quand même une éducation des parents et tu sais à peu près qu'est-ce que tu dois faire de par le mimétisme que tu as vu sur tes parents qui ont géré de l'argent. Mais si ça te tombe dessus vraiment comme ça par hasard, eh bien, c'est totalement différent que si tu es arrivé à les faire par toi-même. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. Quelqu'un qui sait pêcher et quelqu'un à qui on donne un poisson, eh bien, c'est complètement différent. L'approche est complètement différente, parce que quelqu'un qui a galéré à faire 10 millions d'euros, forcément, déjà, il sait faire. Donc, même si à la limite, il retombe à zéro, il va savoir remonter la pente, normalement. Et en plus de ça, il s'est sécurisé. Le truc, c'est que quand tu arrives à faire de l'argent, tu apprends quand même beaucoup de choses sur pas mal de domaines. C'est ce que disait d'ailleurs, c'est qui disait ça? C'est Jim Rohn. Il disait tout le monde devrait essayer non, c'est Monsieur Schoff. C'était le mentor de Jim Rohn. Donc Jim Rohn qui est le mentor de Tony Robbins. Et Monsieur Schoff, il disait tout le monde devrait arriver ou essayer de devenir millionnaire. Pas pour l'argent que cela va vous apporter, parce qu'une fois que vous le devenez, si vous voulez, vous pouvez tout donner, mais c'est surtout pour les qualités et les skills que vous allez apprendre pour y arriver. C'est-à-dire que vraiment, pour arriver à faire 1 million d'euros, c'est tellement compliqué en partant de rien que ça te demande vraiment une grosse modification de sa personnalité, de son mindset, de son état d'esprit, sa manière de réfléchir, sa manière de penser, la manière de voir les choses, l'audace, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui doivent bouger. Mais une fois que tu y arrives, eh bien, tu es devenu une personne différente de celle que tu étais avant sur pas mal de points. Peut-être pas au niveau du caractère, mais au niveau du savoir et de comment faire les choses, ça, c'est une certitude. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va monter un patrimoine de 5 voire 10 millions, contrairement à quelqu'un qui va hériter ces 10 millions d'euros. L'approche sera pas du tout la même, et du coup, tu vas avoir une notion de l'argent qui sera totalement différente d'une personne qui va gagner de l'argent comme ça. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Bien sûr, parmi les gens, il y en a forcément qui auront toujours cette notion de l'argent, et 1 euro restera 1 euro. Mais je pense que l'argent fait tourner pas mal la tête. Et il y a pas mal de gens qui, quand ils vont gagner beaucoup d'argent comme ça, vont rapidement oublier d'où ils viennent, vont rapidement oublier parfois à quel point c'était galère peut-être de payer, je sais pas, une facture de syndic ou alors une facture de gaz, où c'était toujours se serrer la ceinture, aller faire les courses et regarder tous les prix pour pas gaspiller un centime. Et puis d'un seul coup passer en mode on peut gaspiller, on se fait servir du homard tous les midis, et si on finit pas, c'est pas grave parce qu'on s'en fout, on a du blé. Ça, c'est vraiment encore une fois un état d'esprit, et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire assez souvent que la manière de faire une chose, c'est la manière de faire toutes les choses. C'est-à-dire que quand tu fais ça, quand tu as une attitude comme ça, à d'un seul coup s'en foutre, à gaspiller, à s'en foutre d'acheter et de vendre à perte, etc., sous prétexte que tu as de l'argent, eh bien, c'est justement cette attitude-là, ce raisonnement-là, qui fait qu'au bout d'un moment, je pense que tu arrives à un stade où tu es en faillite.
Et en réalité, quand on regarde un petit peu les statistiques, là, c'est vrai que je suis en face de mon écran. Je suis sur un article, tu le vois pas, mais où justement, ça parle un petit peu de ça. Eh bien, là, je suis justement devant un texte qui dit qu'il y a eu un vainqueur du loto en 2004 qui avait gagné 26 millions d'euros et il s'est retrouvé complètement ruiné. Ça a pris du temps, mais il s'est retrouvé ruiné. Donc, tu vois, même en gagnant des sommes astronomiques, si tu fais n'importe quoi, tu peux vraiment te retrouver ruiné parce que c'est toujours pareil. 21 millions, c'est beaucoup, mais si tu t'amuses à acheter un yacht à 18 millions, tu les as passés, quoi. Après, il faut l'entretenir, le yacht. Tu vois, c'est toujours pareil. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de limite quand on écoute certaines personnes parler, notamment des milliardaires qui vont acheter des trucs, mais avec des prix astronomiques, alias Jeff Bezos, avec son super yacht à 500 millions de dollars. Donc voilà, il faut bien, en fait, je pense que la morale de tout ça, c'est qu'il faut bien être conscient de certaines choses, parce que 1 million d'euros mis entre les mains d'une personne qui a déjà un mindset, qui a réfléchi à la question et sur qui ça tombe et qui sait ce qu'il va en faire, forcément, il va décoller et passer directement du niveau 1 au niveau 10, tout en ayant encore un esprit relativement sain pour gérer cet argent-là. Et puis, normalement, jusqu'à la fin de sa vie, il n'y aura pas de souci parce que 1 million d'euros placé à 5%, ça fait 50 000 euros par an, ça fait 4 000 euros par mois net, à vie. Donc, normalement, c'est plutôt cool. Et c'est toujours pareil. Après, celui qui gagne 1 million d'euros et qui se dit, allez, je m'achète une maison, je m'achète une voiture, eh bien, il aura pas exactement la même chose. Donc ça, c'est toujours pareil. L'approche de qu'est-ce que tu vas faire avec ce million d'euros, mais concrètement, voilà. Le mindset, c'est ce qui va faire que tu vas arriver à gérer correctement ou pas. Et la majorité des joueurs de foot, des joueurs de NBA, des sportifs professionnels, des gagnants du loto, de ceux qui ont des héritages, c'est qu'ils ont tout simplement pas ce mindset-là. Exactement ce dont on parle depuis quasiment 30 minutes, exactement ce dont je me décarcasse à expliquer sur ma chaîne YouTube. Si tu as envie de changer ta vie, concrètement, il faut d'abord changer sa personnalité, il faut changer son mindset, surtout sa façon de réfléchir. Pas forcément sa personnalité, mais il faut changer vraiment sa manière de réfléchir. Et encore plus que ce que tu vas faire, c'est la manière de penser qui va directement influer sur tes actions, qui elles-mêmes vont directement influer sur ce que tu vas gagner et ton lifestyle, ton niveau de vie, comment tu vas gérer ta vie, tout simplement. Donc vraiment, si tu as envie de performer, si tu as envie d'avoir la vie que tu veux et si tu as envie de pouvoir faire plaisir à tes proches et de vraiment voyager, de t'acheter des bagnoles, tout ce que tu veux, ça passe d'abord par la case mindset, changer ton état d'esprit, voir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle. Et pour ça, il faut côtoyer les bonnes personnes. On a tendance à toujours entendre qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et c'est totalement vrai. C'est sûr que si tu t'entoures de personnes qui sont toujours défaitistes, qui ont toujours le moral dans les chaussettes, etc., ça peut être compliqué. Et si tu t'entoures de personnes pas forcément proches, mais si tu regardes des vidéos sur le mindset de personnes positives qui essayent de t'expliquer tant bien que mal que en regardant les choses comme ci ou en mettant ça comme action en place, etc., c'est possible, ça pourra aller que mieux pour toi. Après, c'est toujours pareil, tout dépendra de qu'est-ce que tu en penses personnellement. Si tu crois que en disant ça ou en écoutant un tel, c'est des conneries et que en fait c'est pas du tout possible, ça, chacun son point de vue, chacun son ressenti, mais pour être quand même pas mal dans le truc et pour avoir écouté quand même pas mal de personnes sur Internet, évidemment qu'il y a des gens qui disent des conneries, mais de manière globale, je trouve que la plupart des gens, notamment sur les chaînes investissement, finance, développement personnel, c'est des gens qui le pratiquent eux-mêmes et qui sont passionnés et qui sont pas là pour te blablater tes conneries. Je veux dire, certes, il y a toujours des gens qui vont essayer de te vendre des formations pipeau juste pour essayer de t'entuber, mais vraiment, en tout cas, dans le game français, francophone, je trouve que on est, et je dis on parce que je me considère un peu dans le lot, mais globalement, la plupart des gens sont quand même plutôt bien intentionnés. Ils sont pas là à essayer de te vendre des formations bullshit. Moi, je l'ai vu, je me suis formé principalement avec les vidéos, avec les bouquins. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est peut-être possible tout ça.
Et pourquoi pas essayer. Et puis après, tu essayes, tu te rends compte qu'effectivement, il y a quand même pas mal de vrai là-dedans. Puis après, tu te fais ton propre expérience. Et puis après, tu comprends. Et quand tu comprends, il n'y a plus personne qui peut te dire vas-y, fonce, ça marche, etc. parce que tu es au courant. Et à contrario, il n'y a plus personne qui peut te dire ah, mais tu crois à tout ça? Non, mais lui, il te raconte des conneries, là, regarde-le, avec sa maison, sa piscine et sa Ferrari, c'est certainement un truc loué, etc. Alors qu'en fait, toi, cette personne-là, tu la suis depuis un moment, tu sais que c'est pas une connerie, tu sais que c'est vraiment quelque chose que la personne possède parce qu'il a mis en place les actions qui ont fait que, etc. Donc c'est toujours pareil. Il faut avoir un point de vue, il faut pas être non plus naïf, mais il faut pas non plus rejeter en bloc, je pense, tout ce que tu peux voir et tout ce qu'on te dit sur Internet, parce que il y a du bon, et je te cache pas que moi, j'ai principalement appris, réfléchi avec tout ça, même si à la base, je me suis quand même mis plus dans ma bulle en me disant, je pense que c'est possible sans être trop influencé par ce que je pouvais voir en ligne. Donc voilà, je voulais te partager cette petite réflexion avec toi. C'est vrai que c'était quelque chose que je me disais, je sais pas pourquoi je me disais ça, mais je me disais, putain, c'est vrai qu'il y a des mecs, ils gagnent des fortunes astronomiques, ils arrivent à se retrouver ruinés, mais putain, mais comment c'est possible? Quand tu as le minimum d'intelligence financière, tu te dis, même avec 1 million, tu peux vraiment exploser le truc sur une échelle de temps de 30 ans, tu peux le transformer en 10 millions. Comment c'est possible qu'un mec qui gagne 20, il soit ruiné? Eh bien, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de descendre, c'est beaucoup plus facile de faire de 20 millions à 0 que de faire de 0 à 20 millions. Malheureusement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune intelligence financière, qui vont se faire pigeonner parce que pas d'intelligence financière, qui vont faire des mauvais placements parce que pas d'intelligence financière. Bref, tu as compris, si tu as envie de performer, si tu as envie justement de faire en sorte que ça ne t'arrive jamais, si un jour tu as par heureux événement, on va dire ça comme ça, un héritage ou que tu as gagné à la Française des Jeux, la première chose à faire, c'est si tu sais pas quoi faire ton argent déjà, tu ne touches à rien jusqu'à ce que tu saches quoi en faire. Ça, je pense que c'est un principe très simple à comprendre et qui fonctionne relativement bien. C'est-à-dire que si tu ne sais pas quoi faire ton argent, tu n'en fais rien jusqu'à ce que tu saches quoi en faire. Et à la limite, tu peux utiliser une partie pour aller te payer des formations directement auprès des gens qui, eux, ont compris et qui ont prouvé, qui savaient dans quoi ils s'embarquaient. Ça peut être une bonne chose. Donc voilà, je pense que là, on est à 32 minutes. Je vais pas trop m'éterniser sur le sujet, mais j'ai trouvé intéressant cette petite réflexion. Allez, sur ce, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, à mettre les 5 étoiles, à commenter. Et puis moi, je te dis au prochain podcast. Salut la team!